Europe 1 Soir Week-end. 19h, 21h, Pascal Delatour du Pin. Merci d'être avec nous sur Europe 1. Finalement, Franck Tapiro est resté. Oui. Jules Torres et Rachel Kahn sont aussi dans ce studio. Je voulais partager avec vous, à 48 heures, des commémorations du 7 octobre, ce témoignage. J'ai eu l'occasion d'échanger avec Monette. Monette, c'est une survivante du kibboutz de Be'eri, le premier kibboutz donc, qui a été pris pour cible par les terroristes du Hamas le 7 octobre. On a échangé, elle nous a raconté ce qu'elle avait vécu ce jour-là. Les terroristes sont rentrés dans le kibboutz de Be'eri à 6h30 du matin, alors que nous étions presque tous endormis ou réveillés devant un petit déjeuner tranquille. Et aujourd'hui, notre bilan aujourd'hui, c'est qu'ils ont tué 101 personnes, la plus jeune de 9 mois et la plus âgée 88 ans. Et ils ont pris 30 otages. 30 otages. Sur ces 30 otages, il y a 12 qui sont encore à Gaza, dans la bande de Gaza, et dont on n'a aucune nouvelle. On ne sait pas s'ils sont vivants, s'ils sont pas vivants. Et c'est notre souffrance de tous les jours. Monette Parianti, est-ce que vous pouvez raconter aux auditeurs d'Europe 1 ce qui s'est passé cette journée du 7 octobre, où vous avez réussi à survivre parce que vous vous êtes caché, c'est ça? À 6h30 du matin, on a entendu des tirs de missiles. Je me suis dit, c'est bizarre, il y a des tirs de missiles, mais ils ne nous disent pas d'entrer dans la chambre forte. Et très vite après, on a entendu des fusillades. Alors, mon mari, a dit, bon, peut-être qu'ils vont dire qu'est-ce qui se passe à la télévision. Donc, il a allumé la télévision vers 7h moins le quart. Et à la télévision, on a entendu des voix de personnes qui vivent à Be'eri et qui demandaient de l'aide. Qui venaient, s'il vous plaît, venez nous aider. Les terroristes sont dans notre maison, j'ai des enfants jeunes, je ne sais pas quoi faire, mon mari est dehors, il est dehors pour voir qu'est-ce qu'il doit faire. Et tout à coup, plus de télévision, plus d'électricité, plus d'eau, plus de gaz, plus rien. Mais on avait quand même nos téléphones allumés, alors on a reçu qu'il fallait vite rentrer dans la chambre forte parce que les terroristes étaient rentrés au kibbutz. Mais ils ne nous avaient pas dit combien. Et on nous avait dit combien, surtout, ils étaient armés. Et donc, on est entré dans la chambre forte vers 7h30. Et bon, chez moi, la chambre forte, en fait, c'était surtout une chambre de travail. Donc, j'avais pas de lit, j'avais pas... on s'est assis sur une chaise. Moi, je me suis assise par terre pour être un peu plus allongée. Mm-hmm. Et donc, on attendait. Mais on attendait surtout des cris, qui est en langue arabe, on entendait surtout des fusillades, Bon... Ça a dû être un moment terrible, Monette Parianti. C'est-à-dire que, en fait, ce dont vous vous souvenez, vous, et vous l'avez vécu dans votre chair, le 7 octobre, c'est des cris, des tirs. Vous entendiez ce qui se passait à l'extérieur, et j'imagine que... On entend des voix arabes, on entend des cris arabes, on entend qu'ils nous essayent de casser notre porte. On entend qu'ils ont cassé déjà 2 fenêtres. Et on est toujours dans la chambre forte, sans air, sans lumière. Et comme je dis, la seule force qu'on avait, c'est chez moi de se regarder. Parce qu'on n'avait même plus la force de parler. Combien de temps vous êtes resté? Donc on est resté comme ça jusqu'au soir, jusqu'à 8h30. On a entendu des tirs, on a entendu des cris. Et dans tout juste en face de notre maison, c'est pour ça que vous dites... oui, je suis une rescapée parce qu'en fait, si on prend le contexte de la situation, juste à 6 ou 7 mètres, nos voisins, un couple de personnes âgées, et ben ils ont tué la femme à coups de hache. Et donc 82 ans. 90 ans. Et donc oui, on peut dire que nous sommes des rescapés, mais le plus grave, c'est qu'ils ont tué pour tuer. Parce qu'on n'était pas en guerre, on n'avait rien. Monette Parianti, vous avez perdu, j'imagine, beaucoup de proches, de voisins ce jour-là. En fait, comme ça, notre voisine a été tuée à coups de hache. Et nous étions 2 Français au kibbutz Be'eri. Moi-même et mon grand ami qui s'appelait Ronnie Lévy.
Et lui aussi. Ils l'ont fait sortir de la maison et ils l'ont tué dehors. Et là, j'entends encore ces cris. Et c'est pas, je dis, c'est pas quelque chose de normal. Et donc, nous, on est restés enfermés comme ça dans notre maison. Ils sont venus nous libérer. Les soldats sont venus nous libérer seulement dimanche soir. On est restés tout le temps dans cette chambre forte, sans lumière, sans eau, sans rien. Et quand vous êtes sortie, Monette Parianti, que vous avez appris, parce que l'armée vient vous libérer, que voyez-vous à l'extérieur? Alors voilà. Donc, par hasard, je suis sortie parce qu'on était dans la chambre tout le temps et puis je n'entendais pas trop de tirs. Alors je me suis dit, je vais sortir voir qu'est-ce qui se passe. Et là, les soldats m'ont dit, ils m'ont pris, ils m'ont mis dans leur jeep parce qu'ils ne savaient pas qu'il y avait encore des personnes au kibbutz. Ils croyaient que tout le kibbutz avait été évacué. C'est par hasard qu'on nous a évacués. Et là, quand ils sont venus nous prendre pour nous faire sortir du kibbutz, c'était l'horreur. C'était des corps. C'était des maisons brûlées. Il y avait plus de rien. Nous qui avons tous des jardins, tout est vert chez nous, tout est très propre, tout ça. Alors c'était la désolation. C'était comment? Eh bien, pourquoi on est arrivé à ce moment-là? Pourquoi? Je crois pas que, comme on me dit, bon, maintenant, comment tu te sens un an après? Alors je dis, non, c'est pas un an après. Comment je me sens après? Parce qu'il n'y a pas d'un an après. Toute cette histoire-là, elle sera toujours avec nous. Il n'y a pas d'un an après. Il y a tout le temps, on vivra avec la mémoire de nos amis, avec ce kibbutz qui est une désolation, alors que tout le monde, on s'en rendait pas compte, mais on vivait dans un paradis sans s'en rendre compte. Et on vivait vraiment dans un paradis. Et aujourd'hui... Et alors, maintenant que c'est de la désolation, et que, par exemple, moi, j'ai des personnes très, très proches de moi, j'en ai perdu au moins 10. C'était des personnes, on mange ensemble, on voyage ensemble. Et maintenant, c'est juste penser à eux, c'est tout. De les revoir, c'est très dur. Je crois que c'est très, très dur. Bien sûr que c'est très dur, Monette Parianti. Merci beaucoup, Monette Parianti, d'avoir été avec nous sur Europe 1. Merci beaucoup. Merci pour votre témoignage. Je vous souhaite plein de bonnes choses et merci pour tout ce que vous faites. Je vous en prie, c'est vous qui êtes courageuse. Parce que nous en avons vraiment besoin. C'est comme de l'oxygène pour nous. Écoutez, formidable. Écoutez, tant mieux si c'est un peu d'oxygène. Merci infiniment, Monette Parianti. Merci. Merci à vous. Voilà donc pour cet entretien qui a été enregistré mercredi dernier. Peut-être juste un mot. Rachel Kahn, je sais que vous devez partir après ce témoignage. Ce témoignage, en fait, il sert à rappeler ce qui s'est passé le 7 octobre. Oui, c'est très très important. La force du témoignage contre le révisionnisme, contre le négationnisme, pour tenter de mettre des mots sur la barbarie et rappeler que les personnes qui étaient dans les kibbutzim, c'était des personnes de gauche et qui étaient pour la paix, et le cessez-le-feu a été rompu par les barbares du Hamas. Franck Tapiro, juste un mot. Demain, en hommage, mobilisation devant l'UNESCO à 15h. Demain à 15h, c'est une initiative du KKL, qui est une grande association écologiste, une des plus anciennes, plus d'un siècle, et qui a réuni donc tous les collectifs qui se battent depuis le 7 octobre pour non seulement essayer de protéger aussi à la fois l'image d'Israël, l'image des Juifs de diaspora, qui sont tellement attaqués depuis, avec cette inversion victimaire, alors qu'on espérait pendant très peu de temps qu'il y aurait un soutien international. Il a duré 3 jours. Voilà, à partir du 10 octobre, 11 octobre, ça a basculé dans l'horreur. Donc là, un grand rassemblement à la fois avec 2 temps. Un temps de recueillement, bien entendu, parce que c'est le 6 octobre, c'est la veille du 7. Et le 6 octobre, on va lire aussi, malheureusement, des textes. Il y a des grandes personnalités qui viendront lire des textes à la fois de personnes qui sont mortes au combat, qui ont eu le temps d'écrire à leur famille juste avant de décéder, malheureusement. Il y a aussi des familles d'otages qui vont venir. Et un temps aussi artistique, parce que, vous savez, ça aussi, c'est dans l'esprit du peuple juif. Il y a toujours un esprit de fête, même dans les moments compliqués, même dans les moments de deuil. Et là, on aura Idan Rachel, qui est un grand chanteur israélien, qui est connu mondialement, qui viendra au piano chanter quelques chansons pour essayer de donner un petit peu de baume au cœur à j'espère ces milliers de gens. J'appelle d'ailleurs
tous, juifs et non-juifs, à venir demain à ce grand rassemblement. C'est vraiment un rassemblement pour total, ouvert populaire. à tous. Ouvert à tous, surtout. Ouvert à tous. Surtout, je dirais même surtout aux non-juifs, parce que on a souvent que la communauté juive qui se mobilise. Il n'y a que les juifs qui se mobilisent pour les juifs. C'est ouvert à tous demain. Merci beaucoup Franck Tapiro. Merci à vous. Je vous rappellerai demain, on fera un petit point en direct justement sur cette mobilisation demain soir dans Europe 1 Week-end Soir. Merci beaucoup Jules Torres. Je vous en prie Pascal, merci à vous. Désolé, j'aurais bien voulu vous entendre, mais le temps presse. Je vais me faire taper sur les doigts. Il y a une horloge, vous savez. Je reviendrai. Ah bah ça, vous revenez demain vous. Non. Vous êtes... Non. Ah ben si, vous revenez demain, vous êtes ici chez vous la semaine prochaine. Ah bon, d'accord, ok. Merci beaucoup, il est 19h57 sur Europe 1. Europe 1 Soir Week-end, 19h, 21h. Sur Europe 1.